Merci Céline. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais commencer par signaler que le changement climatique, c'est déjà inégalitaire dans sa répartition géographique. Ici, vous avez l'évolution donc, de la température moyenne annuelle mondiale sur les 30 dernières années, donc 91 à 2020. Donc au niveau mondial, c'est une augmentation de plus 0,67. Seulement, vous voyez clairement, lorsque vous regardez cette carte, que par exemple, sur la partie entre l'Amérique du Sud et l'Antarctique, on a un léger refroidissement. Et par contre, si vous regardez l'Europe, la France, par exemple, sur ces 30 dernières années, a augmenté grosso modo d'1 degré. Et dans le même temps, ce qui saute aux yeux, c'est que ce sont les hautes latitudes qui ont connu le plus fort réchauffement, et particulièrement l'Arctique, puisque vous voyez qu'à partir du 70 degrés nord, eh bien, on a une augmentation de la température moyenne qui atteint 4 degrés, voire même sur la partie Nord-Sibérie, où on atteint les 5 degrés 5, tout ça sur les 30 dernières années. Donc on voit un changement qui est totalement inégalitaire. Et de ce fait, la région du globe qui connaît actuellement, et sur les 30 dernières années, le plus fort réchauffement, c'est l'Arctique. Et pour bien comprendre comment des mécanismes qui se produisent en Arctique nous touchent, nous, notamment dans notre région, avec les risques de submersion marine, il faut commencer par comprendre comment est composé l'Arctique. Alors l'Arctique, c'est une région mouvante. Mouvante, je m'explique, puisque la définition de l'Arctique, il y en a trois. Vous avez d'abord le cercle arctique, c'est ce cercle parfait autour du pôle Nord. Ça, c'est donné par l'inclinaison de la Terre sur son axe, et on va dire que sur les 100 dernières années, ce cercle arctique, ça n'a pas bougé. Par contre, il y a deux autres définitions des limites de l'Arctique. En vert, vous avez ce qu'on appelle la tree line, c'est-à-dire la ligne des arbres, ce qui sépare la taïga de la toundra. Eh bien, avec le réchauffement de plus 4 degrés, vous avez des arbres qui gagnent vers le nord. Donc, si on prend cette limite, l'Arctique est en train de diminuer. Et enfin, la dernière, on va dire, définition de l'Arctique, c'est celle des climatologues, c'est de prendre la température moyenne du mois le plus chaud, qui est le mois de juillet, et si elle est inférieure à 10 degrés, vous êtes en Arctique. Et bien là aussi, avec 4 degrés de plus, cet isotherme 10 degrés du mois le plus chaud remonte vers le nord, et donc l'Arctique est en train de diminuer, voire de fondre. Ça d'abord, c'est pour les limites. Ensuite, l'Arctique, c'est quoi? C'est d'abord un océan autour du pôle Nord, et qui a la particularité aujourd'hui, au moment où l'on parle, il y a encore de la glace de mer. Donc, première source de glace, ce sont les glaces marines, c'est ce que vous voyez en blanc sur la carte, c'est-à-dire de la mer gelée, que l'on appelle autrement banquise, dès qu'elle atteint de grandes étendues. La deuxième source de glace, ce sont des glaces d'origine terrestre. Ce sont donc des glaciers que l'on va trouver à la fois au nord du Canada, en terre de Baffin, en terre d'Ellesmere, et surtout le Groenland. Le Groenland, c'est le deuxième inland sea terrestre. Je rappelle, le premier, c'est l'Antarctique, avec 12 millions de kilomètres carrés. Le Groenland, c'est le second, avec presque 2 millions de kilomètres carrés, 3000 mètres d'épaisseur. Donc, c'est la plus grande réserve d'eau douce de tout l'hémisphère nord. C'est un énorme glaçon qui a des impacts à la fois sur le climat de l'hémisphère nord, même sur la météorologie, puisque les masses d'air qui passent au-dessus du Groenland se refroidissent. Donc, une très grande importance. Et puis la troisième partie de ce qu'on appelle la cryosphère arctique, ce sont les sols gelés. Alors on en a parlé ce matin, pergélisol en français, permafrost en anglais. Donc voilà les trois composantes de la cryosphère, le pergélisol, les glaces d'origine terrestre et les glaces marines. Alors les glaces marines, pour commencer, en plein hiver, c'est-à-dire on a une extension maximale de la glace de mer au mois de mars. Et en mars, voilà une belle image composite de la NASA qui vous montre l'étendue des glaces de mer. Donc autour du pôle Nord, tout l'océan Arctique est pris dans ces glaces de mer. Ces glaces de mer descendent vers le sud, vous voyez toute la baie d'Hudson, jusqu'au long du Labrador. Et puis côté Pacifique, ça déborde largement du détroit de Bering
pour concerner le nord du Pacifique, on est au nord des Aléoutiennes, et ce qui est moins connu aussi, on va trouver ces glaces marines jusqu'au nord du Japon, en mer d'Okhotsk. Toutes ces glaces marines représentent environ 16 millions de kilomètres carrés, c'est ce qu'on appelle donc la banquise saisonnière, celle qui se forme chaque hiver. Bien, parlons maintenant des peuples du Nord, parce que le thème de la journée, c'est quand même la justice climatique. Et je ne pouvais pas ne pas parler des glaces de l'Arctique sans parler de cette injustice climatique et des premiers à avoir subi les conséquences du changement climatique qu'est ce peuple inuit. Alors c'est un peuple unique sur Terre, le seul peuple qui soit le peuple de la banquise. C'est un peuple qui a été, on va dire, précédé par des paléo-esquimaux depuis 6500 ans dans l'Arctique, mais la culture inuite elle-même, elle date de 1000 ans. Donc il y a 1000 ans, des chasseurs, pêcheurs, cueilleurs nomades se sont installés sur les rives de l'océan Arctique, là où personne d'autre ne pouvait, ne savait vivre. La spécificité de ces chasseurs, c'est de vivre uniquement de mammifères marins. Il n'y a pas d'agriculture possible, il n'y a pas de ressources végétales, donc on ne vit que de ce que la mer donne. Et la mer donne eh bien, principalement des phoques, c'est la civilisation du phoque. Ici, vous avez une gravure d'un Inuk qui représente un savoir-faire, c'est-à-dire savoir repérer le trou de respiration où un phoque va venir donc respirer. C'est là où on va l'attendre pendant des heures, des fois, voire une journée. Et le phoque va procurer à la fois la viande nécessaire pour se nourrir, seule viande pour se nourrir, la graisse qui permettait de se chauffer et la fourrure qui permettait de se vêtir. Et puis surtout, les Inuits ont mis au point un mode de déplacement. Ils ont utilisé les chiens de traîneau. Alors les chiens de traîneau, on a trouvé les plus anciens en Sibérie, qui datent de 8000 ans, des traîneaux à chiens. Mais là, il faut bien voir que les Inuits l'utilisent depuis 1000 ans. C'est-à-dire que les Inuits élèvent des chiens, qu'ils savent les utiliser et qu'ils les utilisent principalement sur la banquise, c'est-à-dire sur la mer gelée. Au premier plan, là, sur cette gravure dessinée par un Inuk, les petites vaguelettes représentent simplement les ondulations de la neige sur la banquise. Mais imaginez que la mer, lorsqu'elle gèle, c'est un infini qui est horizontal. A contrario, l'intérieur du pays, c'est-à-dire le nord de l'Alaska, du Canada, du Groenland, c'est montagneux, il y a des collines, et c'est relativement infranchissable en traîneau. Donc, pour les Inuits, le mode de transport, le traîneau, c'est ce qui leur a permis de survivre dans l'Arctique pendant plus de 1000 ans et surtout d'effectuer une grande migration. Si on reprend cette carte où l'on voit l'étendue de la glace de mer, les Inuits sont apparus il y a 1000 ans sur les côtes de l'Alaska et en moins de 2 siècles, ils ont atteint les côtes du Groenland. Quand vous regardez la géographie, c'est composé de centaines d'îles séparées par des bras de mer plus ou moins grands. Et on voit que la banquise était le seul pont de glace qui leur permettait de passer d'île en île. Donc il n'y aurait pas eu de migration s'il n'y avait pas eu la banquise. Donc historiquement, d'ailleurs les Inuits le disent aujourd'hui, Sea Ice is our highway, c'est-à-dire c'est vraiment leur autoroute. Sans la glace de mer, ils n'auraient pas pu conquérir tous ces territoires. À la fin du 19e, on trouvait toujours des Inuits qui s'établissaient sur cette glace de mer, sur la banquise, avec leurs fameux igloos, igloo veut dire habitation, leur maison de neige, et ils passaient tout l'hiver sur la banquise, puisque la ressource, c'est-à-dire les phoques, les morses, les baleines, se trouvait sous la glace. Si l'on regarde maintenant comment ce mode de vie traditionnel a réussi à venir jusqu'à nous. D'abord, il faut se souvenir que les derniers Inuits ont été découverts, alors découverts entre guillemets, ils sont entrés en contact avec les Européens en 1884, c'est quand même relativement récent. Et que donc ils ont su conserver les traits de leur culture jusqu'au XXe siècle. Ici, cette photographie, elle date de 1988 au Groenland. Donc les photographies que je vais vous montrer, c'est un témoignage de terrain, c'est ce que j'ai pu voir en passant une année au sein d'une communauté inuite. C'était à l'époque pour étudier leur savoir sur la neige, la glace et le climat. Au premier plan, on voit toujours un traîneau à chiens, comme il y a 1000 ans, construit cette fois-ci avec du bois de récupération, de construction de maison, toujours des chiens de traîneau, toujours les mêmes.
Et puis, surtout, la partie vestimentaire. Si ces deux Inuits ont des pantalons et des bottes en fourrure, c'est vraiment parce que de très loin, c'est ce qu'il y a de plus chaud, de plus solide, de plus étanche, et surtout, ils le disent eux-mêmes, de plus renouvelable, c'est-à-dire que lorsque vous avez usé votre pantalon à force de vous asseoir sur les rochers, au bout de 15 ans, votre pantalon, vous le transformez en 3 paires de moufles. Et vous continuez donc à utiliser la fourrure de l'animal, c'est-à-dire quasiment sur une existence, sur la vie d'un chasseur. Et derrière cette image, il y a un savoir-faire, qui est le savoir-faire des femmes inuites, qui depuis 1000 ans ont appris à préparer les peaux, à les assouplir, à les coudre, de manière à ce que les coutures soient parfaitement étanches, de manière que si un Inuk tombe au travers de la glace, il ne prend pas l'eau, et donc c'est un gage de survie. Il pourra rentrer chez lui même s'il est tombé jusqu'à la taille. Donc là, il y a double savoir-faire, celui du chasseur-conducteur de traîneau, et moins visible, le savoir des femmes qui permet à l'homme de partir pratiquer la banquise. Alors, que vont-ils faire sur la banquise ? Eh bien, jusqu'à la fin des années 80, début des années 90, dans cette communauté du Groenland, on partait en traîneau à chien au milieu des fjords, on faisait un trou, on aménageait un trou dans la banquise, et là, on immergeait, donc là, vous voyez le travail, on a découpé un bloc de glace de 50 cm d'épaisseur, on va y descendre une ligne qui va faire 1000 mètres de long, et on va la laisser à demeure pendant tout l'hiver, c'est-à-dire le même endroit, le même pan de glace, la même ligne, qui va être relevée tous les 2 ou 3 jours, eh bien, voilà, on va pouvoir se servir de la banquise comme ancrage pour la ligne permettant d'aller au milieu du fjord. Les eaux sont extrêmement poissonneuses. Alors, quand on parle de développement durable, il faut signaler quand même que les Inuits, ici au Groenland, ne sont que 56 000 pour un pays de 2 millions de kilomètres carrés. Donc, la pression sur l'environnement, elle est très faible. Du coup, ils ont encore des eaux très poissonneuses. Là, retour de pêche, vous avez un pêcheur qui ramène entre 300 et 400 kilos de flétan. Alors, lui, il est content parce que c'est un revenu. Mais derrière, les femmes du village, pour elles aussi, c'est un revenu, puisque ce sont elles qui vont préparer les poissons, les étêter, les vider. Rien n'est perdu, c'est-à-dire tous les déchets du poisson vont nourrir les chiens. Donc en circuit court local, on ne fait pas mieux. Et puis derrière, eh bien, ce travail du poisson va rémunérer les femmes. On va pouvoir capturer des phoques grâce à la banquise, c'est-à-dire qu'en plein été, c'est extrêmement difficile de capturer un phoque parce qu'un phoque ne va émerger que pendant quelques secondes pour respirer. Et donc, pour le capturer, ça peut prendre beaucoup de temps, alors que l'hiver, vous installez un filet sous la glace, le phoque, qui est un mammifère marin, va se prendre dans le filet, se noyer, et tous les 2-3 jours, il y avait donc abondance de phoques, sans nuire à la ressource, mais qui permettait donc de nourrir la population, parce qu'on ne peut pas se nourrir que de poissons. Le corps, là-bas, a besoin d'environ 5 à 6 000 kilocalories par jour. Elle n'est apportée que par les protéines animales. L'apport de l'eau douce, parce que l'eau douce, on en a parlé ce matin, c'est vital. Le paradoxe des Groenlandais, c'est qu'ils habitent sur le plus gros réservoir d'eau douce de l'hémisphère nord, mais que c'est sous forme solide et que c'est quasiment inaccessible. Tout l'intérieur du Groenland, c'est un désert. Et donc, grâce à la banquise va emprisonner des icebergs, et tous les jours, on va détacher des blocs de ces icebergs, en remplir un traîneau spécialement aménagé et ramener à la communauté, où chacun pourra faire fondre ces blocs de glace pour avoir de l'eau douce. La même chose est impossible en été, puisqu'on ne peut pas s'approcher d'un iceberg. La température interne d'un iceberg, c'est moins 30 degrés. Plongé dans une eau à plus 5 degrés, c'est-à-dire qu'il fond en permanence, se retourne en permanence et représente un grand danger. Donc il n'y a uniquement l'hiver où on a un approvisionnement en eau douce stable et régulier. La banquise, c'est aussi un lieu d'apprentissage. Nous sommes sur une culture, il y en a de nombreuses, culture orale. Donc tout se transmet par la parole. Donc les enfants participent à la pêche et à la chasse dès leur plus jeune âge. Et en 2-3 ans, ils apprennent à la fois les techniques, mais aussi les savoirs. Et les savoirs, c'est par exemple, dans la langue inuite, 140 mots liés à la glace de mer et à la banquise. C'est le lexique le plus riche que l'on connaisse sur Terre. Forcément, ce sont des experts de la banquise. Alors, l'apprentissage se fait donc par la pratique et par l'écoute.
La banquise, c'est aussi le support de déplacement intercommunautaire. Sur cette image, c'est la baie de Disko. Au fond, vous voyez les montagnes de l'île de Disko, 2000 mètres, infranchissables en traîneau. Le seul moyen pour une communauté de rendre visite à une communauté voisine, c'est d'utiliser la glace de mer. Et sur cette image, vous avez 30 traîneaux, c'est-à-dire les hommes, les femmes, les enfants, les aînés, toute la communauté voisine vient rendre visite à notre communauté. Et ce n'est pas simplement du tourisme, il y a un échange de matériel, il y a un échange de savoir sur la faune, signaler par exemple que l'on a vu un troupeau de caribous à tel endroit, que l'on a vu un trou dans la glace de mer où viennent respirer des baleines à tel endroit, et puis un échange entre les différents villages, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut que la population soit brassée pour qu'il continue à y avoir des couples et des foyers qui se forment, et ces brassages sont indispensables. Et puis la banquise, c'est ce qui a permis jusqu'à la fin des années 90 de maintenir les populations les plus âgées, ce qu'on appelle les aînés chez les Inuits. Ici, vous avez le doyen de la communauté qui n'a ni chien ni bateau, il n'a rien, sauf que dès qu'il y a de la banquise, il peut aller mettre un filet, ramener un phoque et assurer sa subsistance. Donc la banquise, c'est l'égalité, on va dire, devant les ressources. Alors que s'est-il passé pour cette communauté entre 1988 et 2008 ? Regardez, c'est très simple. En France, la température avait augmenté de 0,8 degrés. Au Groenland, dans cette communauté, 3,2 degrés, c'est-à-dire 4 fois plus. L'impact, c'est ça, c'est une banquise qui a commencé à devenir dangereuse à pratiquer, c'est-à-dire que le réchauffement faisait fondre la neige à sa surface, donc on avait des flaques d'eau qui finissaient par communiquer avec la mer, et donc quantité de chasseurs pratiquant la banquise avec leurs traîneaux à chiens sont passés au travers. Et donc pour les Inuits du Groenland, dès la fin des années 90, le changement climatique pour eux, c'était des décès de pêcheurs et chasseurs, des disparitions de chasseurs qu'on n'a jamais vus revenir de leur pratique de la banquise. Et puis, voilà, 2008, autour du village, cette année-là, pas de banquise du tout. Alors, si on regarde les impacts, ici, vous avez le dernier hiver froid pour cette petite communauté, c'est-à-dire 1991, ça fait quand même maintenant 30 ans. En 1991, le dernier hiver froid, en rouge, c'est la superficie que ces chasseurs-pêcheurs ont pu pratiquer, c'est-à-dire 3500 km² de banquise praticable. Ils pouvaient aller jusqu'à la ville d'Ilulissat, 100 km au sud, et ainsi de suite. Et 20 ans plus tard, voilà ce qu'ils pouvaient pratiquer, 70 km². Donc, la relation, c'est pour 3,2 degrés en plus, on passe de 3500 à 70, vous divisez par 50. 50, la superficie de banquise praticable. Alors, les impacts, ils sont nombreux. Tout d'abord, si vous ne pouvez plus utiliser de traîneau à chien, vous devez vous adapter. S'adapter, ça veut dire passer à un autre moyen de transport. Et alors là, le paradoxe, c'est que les Inuits nous disent, pendant 1000 ans, on a utilisé le traîneau à chien, qui était un moyen renouvelable, non polluant, silencieux, non émetteur de gaz à effet de serre, et maintenant que la banquise a disparu, pour nous adapter, on est obligé de passer à un moyen de transport qui, lui, est émetteur de gaz à effet de serre. Alors, si on fait la liste, l'abandon du traîneau à chien, c'est culturel parce que c'était la pratique la plus identitaire pour les Inuits. Économique parce que vous aviez un moyen de transport qui ne coûtait rien, on nourrissait les chiens avec du poisson et du phoque, des ressources locales. Aujourd'hui, quand vous avez un moteur, il faut faire venir l'essence, les pièces détachées et ainsi de suite, ça coûte extrêmement cher d'avoir un canot. La perte des savoirs parce qu'on est en présence d'un peuple à culture orale et que donc si on ne pratique plus la banquise, on perd les savoirs. Derrière, il y a tout le savoir des femmes qui se perd aussi parce que les vêtements en fourrure n'étaient utilisés que pour pratiquer la banquise. La pêche est plus difficile. Aujourd'hui, au lieu de poser une ligne qui reste tout l'hiver au même endroit, on installe une bouée, on attache la ligne et à cause des icebergs, une fois sur deux, vous perdez tout votre matériel de pêche qui est emporté par des icebergs. La chasse aux mammifères marins est moins rentable
un filet sous la glace, c'était l'assurance de nourrir sa famille toutes les semaines avec au moins un phoque. Là maintenant, en plein été, en mer libre, on va dire comme la mer est libre toute l'année, eh bien, on capture quasiment plus de phoques. Du fait que l'on a dû changer d'alimentation, on se tourne vers des produits manufacturés que l'on va trouver dans les magasins locaux. Et là, on va trouver une alimentation, ce sont des conserves qui viennent d'Europe, qui est moins saine, apparition de nouvelles pathologies. Donc les médecins au Groenland disent, on voit apparaître des diabètes, des maladies cardiovasculaires qui étaient inconnues auparavant, tout simplement parce que ce peuple est en train de devoir changer d'alimentation. Et enfin, l'accès à l'eau douce de qualité. On en parlait ce matin de la qualité de l'eau. Eh bien là-bas, pour les Inuits, l'eau de meilleure qualité, c'était l'eau qui provenait des icebergs. Aujourd'hui, on ne peut plus aller détacher des blocs aux icebergs parce que ces icebergs sont toujours entourés de mer libre et qu'on ne peut absolument pas les aborder. Et enfin, les aînés, ça c'est plutôt un drame dans chaque communauté. On ne peut plus garder les aînés dans les communautés du fait qu'ils n'ont plus accès à la banquise pour aller avoir l'autosuffisance alimentaire. On les regroupe dans des maisons de retraite dans les grandes villes au sud et ils sont séparés du reste de leur famille. Donc voilà l'impact sur cette communauté. Mais maintenant, si on regarde un peu plus large, on s'aperçoit que ce changement climatique impacte même l'économie actuelle. C'est-à-dire que puisqu'il a fallu que tous ces chasseurs se convertissent à une pêche mécanisée avec des bateaux à propulsion thermique, eh bien, le fait d'avoir perdu la banquise c'était un couvercle sur l'océan qui limitait les échanges entre océan et atmosphère. Vous enlevez ce couvercle, eh bien, l'océan fournit une quantité de vapeur d'eau et de noyaux de condensation qui fait qu'on est passé dans cette région-là de 3 jours de brouillard par an au début des années 90 à peu près une soixantaine de jours par an actuellement. Ce qui fait que les pêcheurs doivent travailler dans des conditions difficiles, dans le brouillard et au milieu des icebergs. Les ours polaires, sur la côte est du Groenland, le fait que la banquise est tellement reculée fait que les ours se sont trouvés piégés à terre. Et là, ils n'ont pas de nourriture parce que l'ours polaire se nourrit principalement de phoques sur la banquise. Eh bien, on a vu dans plusieurs communautés des ours affamés rentrer dans les communautés. Et donc aujourd'hui, la moindre sortie scolaire à l'est du Groenland doit être accompagnée d'un garde-chasse. C'est-à-dire, ni les femmes ni les enfants ne peuvent sortir de leur communauté, alors qu'ils ont un des pays les plus vastes au monde, sans être accompagnés d'un homme porteur d'un fusil pour les protéger de l'arrivée d'un ours. Ici, nous sommes en Alaska, et là, c'est l'impact direct de la diminution de la banquise, puisque cette communauté de Shishmaref était installée sur un îlot de sable gelé, sur le bord de l'océan Arctique. Autrefois, il y avait 8 mois de banquise, et seulement 4 mois de mer libre et donc de vagues d'érosion littorale. On est passé à l'inverse. On est passé à 4 mois de banquise, 8 mois de mer libre et d'érosion littorale. Comme dans le même temps, le sol gelé dégèle, donc ce sol, ici le sable gelé, eh bien à chaque tempête, à chaque dépression, dès qu'il y a des vagues de la houle, il y a une partie de l'île qui est emmenée par la mer. Et là, ce sont des maisons qui basculent dans la mer, donc c'est la perte de l'habitat et du territoire. Cette communauté de Shishmaref est probablement l'une des premières communautés de déplacés climatiques, puisque en fait c'est une île, on ne peut pas reculer indéfiniment, c'était sous l'administration Bush, et cette communauté s'est tournée vers l'État, c'est-à-dire l'État américain, puisque c'est l'Alaska, et a dit mais quelle compensation, que va-t-on faire? Et l'État a traîné des pieds, a fini par accepter de payer la délocalisation, c'est-à-dire reloger les habitants sur le continent. Par contre, il y a des choses entières qui n'ont pas du tout été prises en compte. Par exemple, le préjudice moral pour la perte. Il y avait le cimetière des ancêtres sur cet îlot. Mais le cimetière, ça, l'administration de Bush l'a absolument pas déménagé. Et donc, ils ont perdu l'accès, justement, à pouvoir se recueillir sur les tombes des ancêtres. Ça n'est plus possible. Le sol qui dégèle, c'est aussi le cas, ici on est au Labrador, mais vous avez un bâtiment qui n'est plus utilisable. Le fait que le sol dégèle, c'est-à-dire que les loupes de glace, alors il y a différents mécanismes dans le dégel du sol, mais souvent ce sont des lentilles de glace dans le sol qui dégèlent et le sol s'effondre par endroits, et bien là vous avez un bâtiment qui a penché,
et vous voyez tout de suite que les portes et les fenêtres perdent leur éclairage et on ne peut plus ni ouvrir ni fermer, donc on ne peut plus utiliser ces bâtiments. Et ça représente un surcoût pour toutes les populations du Grand Nord, cette fonte du pergélisol, parce que les habitations, mais aussi les routes, les pistes d'atterrissage, tout est soumis à une fonte et ça coûte des millions de dollars chaque hiver aux administrations concernées pour remettre en état. Ici, on est en Alaska. Alors, sur la partie supérieure de l'image, vous avez des petits plots blancs, ça balise l'ancienne route. L'ancienne route qui reliait deux communautés. Eh bien, la route s'est complètement effondrée avec le dégel du sol et il a fallu en urgence aménager une nouvelle route. Et là encore, eh bien, ce sont des coûts faramineux pour les administrations qui sont responsables de ces aménagements. Alors, si l'on regarde maintenant les glaces d'origine terrestre, et principalement le Groenland, donc je rappelle les dimensions, le Groenland, 2 millions de kilomètres carrés, la calotte, c'est-à-dire l'Inland 6, la glace de l'intérieur des terres au Groenland, c'est 1,7 million de kilomètres carrés sur 3000 mètres d'épaisseur de glace. Eh bien, on l'a pensé relativement à l'abri du changement climatique, sauf qu'en 1992, on a mesuré, grâce aux satellites, donc toute la petite ligne que vous voyez, le rose le plus pâle, c'était l'extension de la fonte à la périphérie du Groenland, et en 2005, ce qui est en rouge, et on pourrait rajouter 2012, où là, c'est la totalité de la superficie du Groenland qui était soumise à la fonte. Alors, forcément, si vous avez la totalité de la surface du Groenland qui fond, ça va donner de l'eau. Et effectivement, à la surface de cet Inland 6, on voit depuis l'espace des confettis d'un très beau bleu turquoise, et quand on s'approche, on voit des lacs de fonte, parce que la surface du Groenland, en fait, elle est bosselée. Et dans chaque creux, toutes les eaux de fonte s'accumulent, et de ces eaux de fonte, de ces lacs, on voit s'échapper ce qu'on appelle des bédières, c'est-à-dire des torrents d'eau de fonte, et cette eau de fonte, eh bien, en fait, elle va atterrir dans ce qu'on appelle des moulins. Donc sur ce graphe, vous voyez les lacs de fonte en surface et ces fameux moulins. Et en fait, on s'est aperçu que l'eau de fonte qui est en surface, non seulement elle va, premier mécanisme, directement dans l'océan, donc elle impacte le niveau des océans. Deuxième mécanisme qui est moins connu, l'eau pénètre à la surface, donc sous le socle rocheux, entre le socle rocheux et le glacier, et vous avez un torrent sous-glaciaire qui va littéralement porter le glacier. C'est ce qu'on va appeler une surge glaciaire. C'est-à-dire que les glaciers qui sont affectés par ce phénomène vont produire une très grande quantité d'icebergs en très peu de temps. Ça, c'est le deuxième mécanisme de la fonte des glaces. Et le résultat, c'est ça. Ici, vous avez un pêcheur groenlandais qui n'a plus de banquise pour pratiquer en traîneau à chien l'hiver et qui, l'été, ne peut même plus pratiquer parce que pendant plusieurs jours, le fjord où il a l'habitude de pêcher se retrouve complètement couvert de glace d'origine terrestre. Et la situation peut durer des fois une semaine, pendant lesquelles aucun bateau ne peut accéder aux communautés. Donc c'est la double peine. Alors, quand on fait le total de tous les aléas qu'ont connus les Inuits depuis, je le rappelle, chez eux, ça a commencé au début des années 90. De 1995 à 2005, les Inuits ont observé que le sol dégelait, que leurs maisons s'enfonçaient, que la banquise disparaissait, qu'il y avait disparition de pêcheurs, de chasseurs. Voilà. Ils ont observé que les glaciers fondaient. Ils ont observé que les oiseaux marins ne revenaient plus à la même époque. Donc toute la faune était affectée. Et ils n'ont compris que la cause de ce phénomène venait d'ailleurs. Il a fallu un rapport du GIEC pour dire effectivement, il y a une cause anthropique. Sauf que les Inuits, ça faisait déjà 10 ans qu'ils observaient ça, mais ils ne comprenaient pas. Et quand ils ont, en 2005, compris que c'était les émissions de gaz à effet de serre des pays développés, situés plus au sud, qui étaient responsables des aléas climatiques qu'ils connaissaient, forcément, ils ont crié à l'injustice climatique. Première chose qu'ils ont fait, alors, c'est d'abord d'alerter l'opinion publique mondiale. Ils ont fait un sitting, la 1000 Inuits sur la banquise, au Nunavut,
avec Arctic Warning, que vous comprenez, et puis un Inuk qui frappe le tambour, et en dessous, en langue, en syllabaire Inuktitut, Naalagit, c'est-à-dire, ça veut dire obéis, mais là, dans ce sens-là, c'est écoute ce que dit la nature et tire-en des conclusions pour agir. Et ça, c'était en 2005. Le symbole du tambour, c'est le symbole des Inuits qui sont répartis sur 4 États, je rappelle. On trouve des Inuits en Tchoukotka, donc Russie. On va en trouver en Alaska, au Canada, et le Groenland qui est sous tutelle, c'est la couronne danoise. Eh bien, ces Inuits se sont réunis en une ONG qui s'appelle la Conférence circumpolaire Inuit. Eh bien, en 2005, cette ONG a décidé de... Le minimum qu'ils puissent faire, puisqu'ils subissaient tout ça, c'était au moins d'exprimer cette injustice climatique. Et donc, voilà, en 2005, c'était la COP 11 de Montréal. La Conférence circumpolaire Inuit du Canada a déposé une pétition, sollicitation de réparation pour des violations résultant du réchauffement planétaire causées par les actions et les omissions des États-Unis. Pourquoi est-ce qu'en 2005, ils ne désignaient que les États-Unis ? Tout simplement parce qu'en 2005, c'était les États-Unis qui étaient le plus gros pays émetteur de gaz à effet de serre. Et ils ont déposé cette pétition auprès de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, puisque ces Inuits du Canada, c'est l'Amérique du Nord. Le stade après, c'est que cette commission interaméricaine, si elle trouve la pétition recevable, elle peut transmettre la plainte à la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Donc c'est un palier supplémentaire. Sauf qu'en l'état, alors ça a fait le buzz, comme on dit, c'est-à-dire qu'à la COP 11 de Montréal, tout le monde a interviewé les Inuits, très bien, mais derrière, la commission interaméricaine des droits de l'homme, elle n'a pas répondu aux Inuits. Voilà, donc pas de réponse. Et ce qui est important, c'est que les Inuits ont prononcé pour la première fois le droit au froid. Donc en fait, ils se distinguaient des autres peuples de la planète et ils disaient, ben voilà, nous, notre action, on sait que visiblement, on ne va pas obtenir de dédommagement pour tous les préjudices que l'on subit, mais derrière, on voudrait amener le débat sur les droits de l'homme. Et nous, ce que l'on revendique, c'est le droit au froid, c'est-à-dire qu'on est un peuple du froid et on veut pratiquer notre culture, il faut maintenir le froid. Maintenant, si l'on regarde ce qu'ont observé les Inuits du Groenland, à propos de la fonte du Groenland, c'est tout à fait justifié. Vous avez ici, alors ce document vient du rapport sur la cryosphère du GIEC 2019, donc d'il y a 2 ans. Il montre la contribution de la fonte du Groenland à la hausse du niveau des océans. C'est la ligne verte. Ben vous voyez que le Groenland, c'est environ 4000 gigatonnes, c'est-à-dire 4000 milliards de tonnes de glace qui sont allées dans l'océan, avec une contribution proche des 11 mm sur cette période-là. Vous voyez que la fonte du Groenland est suivie juste après par la fonte de l'Antarctique. On voit notamment la partie ouest antarctique. Mais c'est bien le Groenland qui est le principal contributeur sur notamment les 20 dernières années de la hausse du niveau des océans. On le retrouve sur cet autre graphe tiré du même rapport du GIEC 2019. Alors, on va décomposer ce graphe. Sur la partie gauche, la courbe qui est en violet, ce sont les observations. Donc, entre 1900 et 1990, la hausse moyenne du niveau des océans a été de 1,4 mm par an, c'est-à-dire, je résume, 14 cm, vous voyez, avec un accroissement sur la fin. Sur les 10 dernières années, ça a encore augmenté, on est passé à 2 mm par an. Mais ça vous donne la vitesse moyenne de la hausse de l'élévation du niveau des océans, 1,4 mm par an. Et puis, si on prend la période 2006-2015, on est passé à 3,2. C'est-à-dire qu'on a plus que doublé. Donc, la hausse du niveau des océans va en accélérant. Et si je vous donne la valeur aujourd'hui, on est à 3,5 mm par an. Donc, on est vraiment sur une courbe exponentielle. Alors, si l'on regarde maintenant les projections, justement, pour le siècle à venir, on a vu tout à l'heure des projections pour la température moyenne mondiale, si on regarde adapté au niveau des océans, si on prend le scénario que l'on appelle sobre ou vertueux, le RCP 2.6, on voit qu'on a un minimum de 43 cm
par rapport à la période 86-2005. Autant dire que vous rajoutez aussi les 14 cm précédents, du siècle précédent. Et si par contre, et on est actuellement sur la courbe du 8,5, la courbe du laisser-faire, là on a une moyenne de 84 cm du niveau moyen mondial de la mer. Et sur la partie externe, on est à plus de 1 mètre dans le cas de ce scénario 8,5. Donc la fourchette, elle se situe entre 43, qui on va dire qui est vraiment très hypothétique, puisque aujourd'hui, au moment où on se parle, 2021, on est sur la courbe du 8,5, et pour l'instant, on ne voit pas trop comment arriver à tenir les engagements du 2,6. Si l'on prend la partie de hausse du niveau des océans, il y a la dilatation thermique. Alors je parle de la période 2006-2015. Sur les 3,2 mm par an, il y a 1,4 de dilatation thermique, c'est-à-dire un océan plus chaud occupe plus de volume. Par contre, la partie des glaciers, elle est devenue prédominante, puisqu'aujourd'hui, glaciers, c'est-à-dire glaciers continentaux, Groenland et Antarctique, on est passé à 1,8 mm par an. Donc aujourd'hui, c'est bien la fonte des glaces qui est prédominante dans la hausse du niveau des océans. Et maintenant, je vais terminer en parlant de la submersion marine, parce que très souvent, quand on parle de hausse du niveau des océans, on parle en millimètres par an. Et ça n'affole personne, parce que quand vous dites on était à 1,4 mm par an, ça fait sourire les gens. Quand vous leur dites qu'on est arrivé à 3,5 mm par an actuellement, ça ne les inquiète pas beaucoup. Sauf qu'il faut toujours penser qu'il y a un phénomène météorologique qui s'appelle le phénomène de submersion marine, et qui se produit dès lors qu'il y a une dépression. Le mécanisme est le suivant. Sur la gauche de l'image, la pression atmosphérique. Quand vous avez une tempête, c'est donc du vent violent associé à une zone de basse pression. Eh bien, sachez que quand la pression atmosphérique est plus faible, ça produit une surélévation sous la dépression, 1 cm par hectopascal. Je vais essayer de situer un ordre d'idée. La pression moyenne autour de notre globe, c'est 1013 hectopascales. Quand on a une bonne dépression qui arrive en hiver sur les côtes françaises, elle peut être à 950. Donc ça nous fait 60 hectopascales, donc 60 cm au-dessus du niveau moyen de la mer. Ça, on l'oublie. Et dans le même temps, quand vous avez une dépression, cette dépression, donc, pour faire simple, le vent, c'est un mouvement d'air créé par les déséquilibre de pression atmosphérique. Si vous avez une dépression, vous avez du vent. Si vous avez du vent, vous avez une mer du vent. Et vous avez la création de vagues et de houles. Et toute cette eau qui s'amène contre la côte, il va y avoir une montée vers le haut. Et ça va s'ajouter à la surcote atmosphérique. Donc vous avez déjà environ 60 cm de surcote atmosphérique. Et vous allez avoir encore peut-être 1 mètre du niveau moyen de la surcote des vagues. Si vous êtes un jour où il y a un grand coefficient de marée et un fort marnage, et bien là, vous passez par-dessus toutes les digues. C'est ce qui s'est passé en France avec la tempête Xynthia, qui hélas a fait beaucoup de victimes, puisqu'on a eu la conjugaison de tous les phénomènes. Une dépression très creuse, donc on avait plus de 60 cm de surcôte, et au final, une côte qui a été submergée par la mer. Et donc voilà un phénomène. Il faut en tenir compte dès lors qu'on parle de la hausse du niveau moyen de la mer. Parce qu'après, au niveau mondial, eh bien sûr, on pense à tous les habitants des atolls et des petits États insulaires dans le monde. Alors je crois que tous les lycéens ont entendu parler des îles Kiribati, puisque ce sont les premiers déplacés climatiques. Il faut penser que sur ces atolls, où on a des points culminants à 1 ou 2 mètres, ce n'est pas le fait que la mer est montée de 14 cm au cours du XXe siècle, c'est le fait que dès qu'il va y avoir une dépression tropicale, eh bien, il va y avoir une surcote d'environ 2 à 3 mètres. Et que donc ces îles vont être submergées. Et derrière, on pense souvent qu'une île submergée, on va rebâtir des murs et autres. Non, dans beaucoup de cas, le fait que l'eau marine submerge l'île la rend impropre à l'habitation, tout simplement parce qu'elle contamine les rares points d'eau douce. L'eau de mer contamine les aquifères souterrains,
et là c'est fini, il n'y a plus d'eau douce. Et d'autre part, quand cette même eau marine passe sur le maraîchage, c'est fini, il n'y a plus de culture possible. Donc en fait, il suffit d'une surcote marine pour tous ces petits États insulaires, pour que ces îles ne soient plus habitables. Et on comprend mieux la vulnérabilité et surtout cette inégalité face à la montée du niveau de la mer. Et je terminerai avec ceci. Alors, en 2007, c'est peut-être passé un peu inaperçu, il y a eu la déclaration de Malé, c'est aux Maldives. Donc c'est un traité qui a été conclu par les représentants de plusieurs petits États insulaires en développement, ce qu'on appelle les PEID, qui appelait l'ONU à lier changement climatique et droits humains. En fait, 2 ans après les Inuits, qui étaient les premiers à avoir interpellé en disant « ben voilà, c'est un problème de droits humains », eh bien, il faut savoir que ces représentants des petits États insulaires sont allés rencontrer les Inuits. Et ils ont dit « vous êtes une minorité, les Inuits c'est 160 000 personnes, nous-mêmes, petits États insulaires, c'est quelques millions de personnes, nous n'avons pas beaucoup de poids auprès de l'ONU, on n'a pas beaucoup de poids lorsqu'il y a des COP, il faut nous mettre ensemble. » Et donc, ils se sont rencontrés, et on va dire que c'est la suite, voilà, 2007, et ce droit qui est apparu, il réclamait le droit à un environnement soutenable et sain. Ça, c'était une avancée dans les revendications. Et enfin, dernière image, c'est pour vous montrer combien la hausse du niveau de la mer est inégalitaire si on le rapporte à la population concernée par les côtes. Et là, sur cette image, on voit que l'Inde, une grande partie de l'Asie, alors il y a l'Inde, il y a le Bangladesh, juste pour rappel, le Bangladesh, c'est 165 millions d'habitants et la moitié du territoire est à moins d'1 mètre au-dessus du niveau de la mer. Et c'est déjà un des pays les plus pauvres et qui ne sait plus quoi faire de ces bidonvilles. Donc pensez que si vous avez la moitié de la population qui doit être déplacée, on est dans un véritable casse-tête humanitaire. Même chose pour le Vietnam et même chose pour tous ces pays que vous voyez apparaître ici en orange carmin. Mais de la même façon, les côtes des États-Unis, notamment la côte Est, sont fortement impactées par la hausse du niveau de la mer. De nombreuses études en ce sens sont parues. Voilà, je vous remercie. Alors c'est très très variable, l'accessibilité à l'eau. On va faire court. Là où habitent les Inuits, c'est d'abord quand il y a de la ressource marine. Donc là où ils se sont établis depuis des millénaires, ce sont généralement des îles. Je vous explique pourquoi une île. Pourquoi une île est importante pour les Inuits, parce que lorsque les vents soufflent pendant 3 semaines de la même direction, il faut se mettre à l'opposé du vent pour pouvoir embarquer dans un kayak. Voilà. Donc il faut toujours une île pour pouvoir tourner sur 360 degrés et choisir ces points où on va pouvoir accéder à la mer. Alors, comme ils sont sur des îles, hélas, il n'y a pas beaucoup d'îles où il n'y a pas de source, il n'y a pas très peu de lacs. Donc en fait, les Inuits ont presque toujours vécu avec ces morceaux d'iceberg qui étaient déposés par les vents et les courants sur les rivages. Sauf que c'est aléatoire. Vous pouvez passer des semaines sans que les vents soient favorables et vous amènent cette eau douce. Donc l'été, c'est la saison la plus problématique pour s'approvisionner en eau douce. Alors que l'hiver, c'était vraiment d'une simplicité. Et là, j'ai bien noté ce matin l'intervention de Madame Foyat sur la qualité de l'eau. La qualité de l'eau avec des normes, on parlait de normes chimiques, biologiques et autres. Pour les Inuits, la qualité de l'eau, elle est au niveau du goût. C'est-à-dire que pour eux, cette eau qui vient des icebergs, elle est incomparable. Si vous n'y avez pas goûté, c'est une eau qu'on appelle acratogène. Elle n'a traversé aucune couche minérale. C'est de la neige qui s'est tassée, qui s'est transformée en glace et qui ensuite a été vélée dans la mer. Donc elle n'a aucun goût. Et ils se sont habitués depuis un millénaire à boire cette eau-là, qui n'a aucun goût. Aujourd'hui, pour s'adapter au changement climatique, le gouvernement groenlandais a implanté dans chaque communauté une unité de désalinisation de l'eau de mer qui fonctionne avec un groupe électrogène au pétrole. Voilà. Cette eau dessalée, les Inuits ne l'aiment pas, mais ne l'aiment pas du tout, parce qu'elle a un goût.
Donc en fait, quand on parle bien d'eau de qualité, alors certes, elle est buvable, hein, elle est comestible, hein, il n'y a pas de souci pour la santé, mais par contre, ils ne l'aiment pas parce qu'elle a un goût. Donc voilà les critères de qualité de l'eau. Hélas, géopolitique et économique. Oui, tout à fait. Et hélas, non. Tout simplement parce que ce sont les États qui siègent au Conseil de l'Arctique. Donc il va y avoir effectivement les représentants danois, il va y avoir des Canadiens, Alaska et autres. Et c'est vraiment les ministres qui vont siéger au Conseil de l'Arctique, mais il ne faut pas oublier que les Inuits, c'est une minorité ethnique qui est répartie sur 4 États. Voilà. Et donc ils vont avoir juste un rôle d'observateur à ce Conseil de l'Arctique. Et donc, hélas pour eux, ils ne peuvent pas influer. Alors, bien sûr, et la question est pertinente parce que dans très peu de temps, on est en 2021, dans moins de 30 ans, la fonte de la banquise au cœur de l'océan Arctique va faire que les routes maritimes vont s'ouvrir. Elles sont déjà à moitié ouvertes, c'est-à-dire la route qu'on appelle du Nord, alors le long des côtes de Sibérie. Là, très bien pour la Russie, pour la Chine qui fait passer ses cargos. Mais en 2050, très probablement la route transpolaire, c'est-à-dire en passant directement par le pôle Nord, sera ouverte. Et là, ça veut dire qu'il y aura un trafic maritime qui ira en augmentation. Et les Inuits le voient avec une très grande inquiétude, parce que eux qui sont habitués à un univers blanc, quand ils ont découvert à la télévision l'impact de la fuite et de l'incendie de la station pétrolière dans le golfe du Mexique, ils ont ouvert des yeux, ils ont dit jamais ça chez nous. Sauf que, d'accord, jamais ça chez eux, mais s'il y a un trafic maritime juste au nord de leur territoire, le risque est là, parce que s'il n'y a plus de glace de mer, il y aura toujours des icebergs. Et donc le risque de collision, le risque d'accident nuisant gravement à l'environnement, il est là. Et eux, alors la marée noire, pour eux, c'est un cauchemar de penser que ça puisse à nouveau se produire. Ça s'est déjà produit avec l'Exxon Valdez sur les côtes de l'Alaska. C'est une question qui a été posée directement aux Inuits, donc je ne vais faire que reprendre ce qu'ont dit les représentants du peuple Inuit. Ils ont dit, texto, ils ont dit « nous n'allons pas disparaître ». Nous transformer probablement, parce qu'en fait, ils disent, voilà, ce sont les activités les plus traditionnelles et les plus identitaires que nous ne pouvons plus pratiquer. Donc forcément, ils perdent une part de leur culture. Par contre, qu'ils continuent à rester sur les mêmes territoires, mais en adoptant un mode de vie de plus en plus européen ou américain, ça, ils le voient arriver. Néanmoins, ils pensent aussi, et c'est vrai, que depuis 1000 ans, ils ont connu des changements climatiques, parce que les 1000 dernières années, il y a eu des périodes froides, des périodes plus chaudes dans l'Arctique, et les Inuits se sont adaptés. Ils font remarquer au passage que leur adaptation au changement climatique, la réponse c'était le nomadisme. C'est-à-dire que dès que le climat changeait, si on voyait qu'au bout d'un an, il n'y avait pas d'amélioration, eh bien on migrait 100 km au sud, s'il fallait 200 km, parce que c'était des nomades. Ils en avaient cette faculté. Donc le nomadisme, c'était la réponse au changement climatique. Sauf que depuis, il y a eu, on va dire, le changement de société, on les a sédentarisés de force. On les a mis de force dans des villages, on leur a dit « vous ne bougez plus ». Au Canada, il y a eu une époque, dans les années 60-70, où on a abattu les chiens de traîneau des Inuits pour ne plus qu'ils bougent. C'est dire si on a été loin pour casser le nomadisme, alors que c'était une des clés d'adaptation au changement climatique. Donc s'adapter, oui, jusqu'à un certain point, mais ils savent bien qu'ils ne pourront plus récupérer ces modes de vie ancestraux.